Bienvenue dans Vous ici, votre émission où vous venez parler de vous, de vos passions, de votre parcours. Ce soir, je reçois Alexandre Guéry. Bonsoir. Bonsoir Virginie. Vous êtes pianiste et accompagnateur en moyenne montagne. Finalement, ces deux métiers ont l'air d'être totalement opposés. D'où vous viennent ces deux passions ? Eh bien, tout d'abord, ouais, ces deux passions viennent de l'enfance, comme bien souvent. Et puis, tout d'abord, la passion pour le piano qui est née quand j'avais 5 ans, quand j'ai commencé les cours de piano dans un cadre, dans un cadre familial. Hein, c'était tout à fait bon enfant et détendu. Et puis, la passion pour la montagne, elle est venue aussi dans l'enfance, puisque avec ma famille, on partait assez souvent en vacances en montagne, puisque à l'époque, moi, j'habitais en Mayenne, donc dans l'ouest de la France. Et puis finalement, vous avez décidé de quitter la Mayenne pour venir habiter en Chartreuse. Exactement. Ça, c'est arrivé en 2012 avec un désir familial d'aller découvrir des nouvelles contrées. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas la montagne. Vous avez eu un coup de cœur pour cette région ? Oui. Et puis, c'est marrant parce que la Chartreuse, il se trouve que j'y suis allé enfant et que ça m'avait vraiment beaucoup plu. Et j'avais 10 ans, mais je ne savais pas que j'allais y habiter un jour. Alors, vous avez mis au point un concept, les randos piano. Vous marchez pendant 2 à 3 heures avec un groupe de randonneurs et ensuite vous organisez un concert de piano en pleine nature. Nous avions réalisé un reportage il y a 2 ans. Je vous propose de regarder un extrait. Dans cet écrin de nature, sous la lumière rougeoyante du crépuscule, le public se laisse bercer. Au fur et à mesure que la nuit tombe, les musiques enjouées laissent peu à peu la place à des mélodies plus douces. Une parenthèse enchantée pour les spectateurs. C'est magique, non, de jouer dans un tel cadre ? Oui, c'est magique, effectivement. Puis il se passe plein de choses qui sont aussi inattendues. Ça peut aller d'un chant d'oiseau à du vent qui arrive, qui peut d'ailleurs être plus ou moins gênant, mais il faut composer avec. Et puis surtout, là, comme vous l'avez vu sur cet extrait, très souvent, ça se passe au crépuscule. Donc il y a aussi l'évolution entre la fin de journée, qui est encore souvent très ensoleillée, avec les montagnes et les forêts qui sont encore très lumineuses. Et puis petit à petit, on se dirige vers la nuit. Donc ouais, c'est un cadre qui est assez fabuleux. Comment avez-vous eu une telle idée ? Alors, cette idée, elle est venue quand je me suis formé pour le métier d'accompagnateur en montagne, en passant le diplôme d'État. Donc, il y a quelques années maintenant, je crois que ça a dû commencer en 2018. Et c'est marrant parce que tout le monde me disait à l'époque, quand je me suis lancé dans cette formation, « Ah, tu vas faire quelque chose avec la musique, quoi, entre musique et montagne. » Et moi, je ne voyais pas du tout le lien, je n'avais pas envie de créer quelque chose de faux. C'est venu après. Et c'est venu après, parce que finalement, dans cette formation, on est amené à se questionner aussi sur son parcours, sur ce qu'on va faire du diplôme. Et finalement, petit à petit, ça m'est venu comme une évidence. D'ailleurs, vous avez ramené une carte de la Chartreuse. Je crois que cette carte est symbolique pour vous. Oui, la carte de la Chartreuse, effectivement, c'est quelque chose d'assez symbolique pour moi. Tout d'abord parce qu'en fait, les cartes IGN me fascinent, et ça depuis le plus jeune âge. Je crois que si je n'avais pas été pianiste, je me serais dirigé vers le métier de cartographe. Et c'est aussi parce que c'est le symbole d'un parcours qui est tracé, qui est parfois sinueux, parfois difficile, un chemin duquel on peut sortir, et puis pour mieux y revenir finalement. Et puis c'est aussi un peu, finalement, la carte IGN, c'est un petit peu ce qu'est la partition à un pianiste ou à un musicien, où là encore, il faut... la carte est absolument nécessaire, la partition est nécessaire pour apprendre une musique, mais en même temps, il faut savoir des fois, crois, dévier, sortir, aller chercher des choses qui ne sont pas forcément écrites. Voilà. D'ailleurs, ces concerts ont aussi pour vocation de casser l'image un peu élitiste de la musique classique. C'est vraiment votre vocation finalement. Oui, c'est ma vocation, même si au départ, je n'avais pas forcément ça en tête. C'est que, à force de travailler et de proposer ces randos piano, je me suis aperçu que la plupart des gens qui viennent à ces randos piano ne sont pas forcément mélomanes, et en tout cas pas habitués aux salles de musique classique. Et du coup, je me suis aperçu que j'apportais la musique classique à des gens qui n'avaient pas l'habitude de l'écouter.
Et puis, je crois que ça casse en fait vraiment le code du concert de musique classique qui est un peu, des fois, peu effrayé pour les gens qui ne sont pas dans le sérail. Pendant vos randos piano, vous incitez aussi les randonneurs à écouter la forêt, à vraiment s'imprégner des sons de la nature. Finalement, vous proposez vraiment une autre approche de la randonnée, plus basée sur l'auditif et moins sur le visuel? Exactement, parce que c'est vrai, quand on est en montagne et quand on randonne, on va facilement développer le panorama, du coup, le regard. Et alors que l'ouïe est aussi très très importante en montagne. Et puis pour moi, c'est une façon de préparer le concert, de mettre les gens dans de bonnes conditions pour écouter ce qui va suivre, et aussi de se faire du bien, parce qu'en fait, s'arrêter dans la montagne, et spécialement en forêt, juste pour écouter quelques minutes, fermer les yeux et On se n'écoute pas laisser un assez. petit peu aller. Oui, je pense qu'on n'écoute pas assez le calme, et ça fait vraiment du bien aux gens qui ont aussi souvent des vies assez agitées, encore plus quand ils sont urbains. L'hiver, vous proposez des randos raquettes avec des concerts de piano, cette fois-ci en intérieur. Quels sont les sons de l'hiver par rapport aux sons de l'été? Alors les sons de l'hiver, évidemment, ils sont tout autres, surtout quand on a la chance d'avoir la neige, ce que j'espère pour l'hiver prochain, puisque la neige, elle va apporter un son beaucoup plus feutré, comme si on avait mis une sorte d'isolant dans la nature. Donc les sons sont complètement différents. Puis forcément, la neige, elle va nous proposer d'autres sons quand on marche dedans, quand elle tombe des arbres. Après, il y a aussi des oiseaux. À partir notamment du mois de février, les oiseaux commencent à pas mal se réveiller. Il y a des chants d'oiseaux qui sont, même souvent, février-mars, beaucoup plus importants que sur juillet-août, où les chants d'oiseaux se font plus discrets. Vous jouez, on l'a vu, dans des lieux magnifiques. Est-ce que vous rêvez encore de jouer dans un endroit particulier? Ah, c'est difficile, parce que je crois qu'à chaque fois que je vois un endroit en montagne qui est propice à poser un piano, je me dis que j'ai envie de jouer là. Alors, j'ai pas envie de dire qu'il y a un lieu plus que... Cela dit, je crois que c'est vrai qu'au bord de mer, ça pourrait être intéressant. Et du coup, quand je vous dis ça, je pense à un endroit que j'affectionne vraiment aussi beaucoup, en dehors des Alpes, qui est la Corse. Et du coup, on retrouve la montagne et la mer. Donc, Peut-être un jour, on vous verra jouer en Corse. Merci beaucoup, Alexandre Guéry, d'être venu. Tout de suite, votre journal, ici, 19h20.